Mathieu et moi, on va vous parler maintenant de la transformation des grains avec un focus sur les outils employés avant le brassage. Nous nous sommes rendus compte qu'en fait, au cours de nos lectures, que dans l'ordre du traitement brassicole des graminées, il manque fréquemment dans la littérature le descriptif des étapes qui suivent la récolte et précèdent le brassage. Alors, quelles sont ces étapes et quels sont les outils employés? Donc, nous avons décidé de nous pencher sur cette séquence de transformation des grains qui les prépare en vue du brassage. Alors, en préambule, on doit signaler que ces étapes sont rarement décrites, hein. Elles sont parfois simplifiées, voire oubliées dans la littérature au profit de la partie brasserie. Et donc, la littérature est peu abondante. On a essayé de dégager tout de même des choses. Reste à préciser qu'il ne sera pas du tout question ici de typologie, mais simplement, voilà, une étude globale sur les manières de faire, hein. Donc, il était donc nécessaire pour nous de nous tourner vers des articles ethnologiques dont la lecture nous donne tout de même des détails sur les techniques, mais toutefois l'évocation technique ne suffit pas. Il est nécessaire d'utiliser dans cette chaîne opératoire un vocabulaire précis. Un exemple pour illustrer, l'emploi des mots mouture et concassage sont parfois, comment dire, un petit peu utilisés sans trop de détails, alors que ça reflète deux techniques distinctes et que ces deux termes sont souvent, voilà, sont souvent indiqués sans tenir compte du produit achevé, hein. Donc, si on se penche, si on se penche concrètement sur le trésor de la langue française, moudre désigne le verbe dont l'action est de réduire en poudre, hein, ou en fines particules, et le verbe concasser, que l'on peut rapprocher de broyer, hein. Je vous renvoie vers le colloque publié en 2002 intitulé Moudre et broyer. Donc, c'est une action menant à briser grossièrement des matières dures ou sèches, le plus souvent à l'aide d'un pilon. Donc là, tout de suite, on a une indication sur les outils, ce qui est tout de même intéressant. Dans alors, j'essaie de voilà. Donc, dans l'actualité de la recherche, un article très récent, juin 2021, de Andrew Curry, intitulé The Ancient Carb Revolution, a été publié dans le volume de juin de Nature. Carb, c'est les glucides, hein, voilà. Cet article relaie entre autres les recherches récentes menées sur l'activité de traitement des céréales sauvages. Nous pouvons y lire que les investigations menées par Laura Dietrich sur le site de Göbekli Tepe, que vous avez ici sur la gauche, ont permis de séparer les outils dédiés à la mouture des outils dédiés au concassage. Donc, sur ce site, les archéologues ont mis au jour, entre autres outils, près de 10 000 meules et plus de 600 récipients en pierre, hein. À la suite de cet article, dont un autre publié par Laura Dietrich, Bread and Porridge, publié en 2020 dans le Journal of Archaeological Science, explique avoir étudié les outils de transformation des grains en analysant l'étendue des usures des surfaces actives, et cette fois couplée à des expérimentations, hein. Donc, une des conclusions de ces articles est que deux types d'objets ressortent de ce lot, que vous avez ici à droite de la diapositive. Donc, des molettes, des molettes dédiées à la farine, utilisées avec une molette, voilà, dans le sens pendulaire, associée très certainement aux produits de type pain, donc un produit de luxe consommé au sein d'un lieu cultuel, a priori, dans le cadre de banquets sans doute saisonniers, et puis des outils pour destiner au broyage, ici à droite. Vous voyez que l'étendue des surfaces actives est totalement différente, utilisée avec une molette, cette fois dans un sens rotatif. Les grains ainsi grossièrement traités, en brisant juste la couche externe, permet de faciliter la transformation.
Ainsi, nous avons un produit qui peut être approché d'une bouillie, sans exclure évidemment la fabrication de boissons fermentées, hein. L'idée était venue quand les archéologues ont étudié ces récipients, ces 600 récipients en pierre de grand volume. Donc, je vous renvoie à la publication, hein. Donc, ces 600 récipients en pierre qui auraient pu contenir de la boisson. Donc, je vous renvoie également aux expérimentations de Maria Bofill et Sultana Valamotti dans le cadre de leur projet Planet Cœur, donc, dont là, un article, hein, que vous pouvez trouver sur le net dans le Journal of Lithic Studies en 2020. Alors, voilà. Donc, nous présentons ici, hein, nous l'avons vu tout à l'heure, hein, avec la première présentation, donc l'étude d'Andreas Heiss, publiée dans la revue Public Library of Science en 2020, la revue PLOS, donc la chaîne opératoire de la fabrication d'une boisson fermentée à base d'orge, de blé ou de maïs. Et vous voyez donc les étapes dont nous parlons plus spécifiquement correspondent au traitement après récolte, hein. Donc c'est ce qui est encadré de rouge. Soit le trempage, donc qui a pour effet de lancer la germination en faisant grossir le grain. Des cuves et des aménagements spécifiques sont donc nécessaires. Voilà. La germination proprement dite, donc qui permet de casser la paroi du grain, lancer la saccharification en transformant l'amidon en sucre. Et viennent ensuite les phases de séchage, voilà, qui permet de stopper cette germination. Un grillage, proprement dit, du grain permet de le torréfier pour créer différentes saveurs pour la boisson. Grillage, séchage, on reviendra là-dessus, hein. Dans certains cas, nous le verrons plus loin, donc un séchage à l'air libre remplace cette étape de grillage. Ensuite, le grain peut être conservé quelques mois, concassé, broyé, ce qui amènera une différence de granulométrie pour obtenir soit un grain avec des résidus d'enveloppe ou de la farine plus ou moins pure. Les étapes suivantes correspondent à des cuissons ou des trempages, puis la fermentation. Alors, le choix des plantes pour réaliser des boissons fermentées comme la bière sont intrinsèquement liés à la possibilité de culture sur place ou de l'importation de certaines espèces dans différents secteurs géographiques. Les plantes retenues pour cette étude sont au nombre de six. L'orge, le blé, le maïs, l'élusine, le mil et le sorgho correspondent à des graminées qui ont différentes origines et foyers de domestication. Donc, pour le blé et l'orge, ici, donc, dont les premières traces de domestication sont connues dès 8000 avant notre ère. Le premier foyer bien connu est le croissant fertile, comme on l'a vu dans la première présentation avec Mathieu, où les mentions de production de bière sont nombreuses, hein, dès le quatrième millénaire, hein. De nouvelles données concernant la Chine, où prédomine le riz, indiquent que l'orge était déjà employée dans des recettes de bière. Pour ce qui est du maïs, donc domestiqué vers 7000 avant, il est principalement employé en Amérique centrale et un peu plus au sud dans les Andes et en Bolivie. Il est utilisé avec d'autres plantes comme le Scinus mollet ou faux poivrier sauvage sur le site de Cerro Baol, bien étudié par les archéologues, hein. Donc, le blé, l'orge et le maïs connaissent des phases de préparation assez proches où l'on emploie grains maltais et concassés, mais aussi des farines. Ces plantes ont des variétés de printemps et d'hiver. En Europe protohistorique, les semis d'automne sont privilégiés, hein. Le maïs, quant à lui, se plante généralement après les premières gelées de printemps. L'éleusine, donc, que vous avez ici en haut à gauche, est une graminée domestiquée vers 3000 avant notre ère, hein, dans les hautes terres d'Afrique de l'Est. Sa zone de plantation traditionnelle est l'Ouganda et l'Éthiopie. Les traces archéologiques les plus anciennes que l'on connaisse ont été découvertes lors de fouilles à Aksum, hein, en Éthiopie, hein. C'est une plante des régions chaudes et tempérées, très sèche, très humide. La saison de plantation est en mai, sa maturation est de 5 mois, ce qui permet la récolte au début de l'automne. Le mil à chandelle, juste en dessous, a été domestiqué il y a environ 10 000 ans dans la région chaude sahélienne. Il s'est répandu en Afrique de l'Est il y a environ 3000 ans. Et le mil est une céréale courante des zones semi-arides d'Afrique occidentale et des régions les plus sèches d'Afrique orientale et australe. La saison de plantation est en mai, sa maturation est d'environ 6 mois, ce qui permet sa récolte au milieu d'automne.
Le sorgho, quant à lui, est domestiqué vers 6000 avant notre ère dans les régions chaudes et semi-arides d'Afrique de l'Est également, et sa zone de plantation traditionnelle pardon, est l'Éthiopie, hein. À l'instar de l'éleusis, la saison de plantation est en mai, sa maturation est d'environ 5 mois, ce qui permet également une récolte au début de l'automne. Alors, je n'ai pas trouvé de mention de bière à base de teff. Voilà, alors, il est bien question sur Internet, après quelques recherches de boissons à base de teff, mais c'est des mélanges et je n'ai vraiment pas trouvé d'indication. Donc, si d'aventure, dans les questions, on pourra échanger là-dessus. Donc les plantes, une fois récoltées, sont séchées, la plupart du temps au soleil ou dans des greniers. François Belliard, ethnologue, dans son article sur la préparation de bière de sorgho chez les Joe du Burkina Faso, nous indique que le séchage du mil est pratiqué près du champ et non à proximité de l'espace domestique comme le sorgho. Le battage permet de séparer les grains de leurs tiges et pratiqué systématiquement sur toutes les plantes étudiées ici, hein. Éric de Garine, dans son article Battre et vanner le mil, nous indique que le battage est une étape importante chez les cultivateurs nord-camerounais, les Di et les Doupa. Cette activité peut être mise sous la protection des ancêtres, en versant par exemple au centre de l'aire de battage de la bière et des médicaments, entre guillemets, pour qu'ils protègent la récolte. Une fois vannées, les graines sont stockées dans des greniers ou des silos enterrés. Et François Belliard, de nouveau, nous dit que les greniers peuvent être en bois pour le sorgho et en terre pour le mil. Alors, je n'ai pas trouvé exactement pourquoi, mais bon, voilà, on pourra tout à fait échanger tout à l'heure. Après leur stockage, les graines entrent donc dans une nouvelle séquence. La séquence qui est au cœur de notre propos ici s'inscrit donc entre la récolte, vous voyez, et les traitements qui interviennent juste après le brassage. Juste après, pardon, et puis voilà, entre la récolte et le brassage. Voilà, on va y arriver. Donc il s'agit de la séquence de maltage et du traitement du grain cru. Donc, on va décrire les étapes hein, juste après, hein. Le maltage, donc, que vous voyez, est composé de 3 étapes: le trempage, germination, le séchage et le grillage. Donc, certaines étapes sont potentielles pardon, et d'autres optionnelles. Potentielles, comme le trempage du mil et le séchage de l'éleusine. Alors, ça ne signifie, en fait, bon, vous voyez la différence de pictogramme, hein, ça ne signifie pas que ça n'existe pas, mais simplement que je n'en ai pas trouvé mention dans la littérature que j'ai consultée. Et puis ensuite, le traitement du grain cru est composé d'une seule étape. Vous voyez, mouture-concassage. Alors mouture, c'est le moulin va-et-vient avec la molette qui frotte sur la meule dans un sens donc pendulaire ou enfin principalement pendulaire, voilà. Et puis là, je vous ai dessiné un pilon mortier, voilà, juste à côté pour signaler le concassage. Donc vous voyez que ce pilon mortier est utilisé avec le moulin va-et-vient pour ces six céréales, à l'exception donc ici de l'éleusine où aucune mention de concassage n'a été signalée. Bon, pareil, hein, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, puisque il était question voilà, de terminologie tout à l'heure, donc on y reviendra assez rapidement. Donc le processus de germination des différentes graminées est sensiblement identique et consiste à tremper le grain pour humidifier au maximum celui-ci et lancer le processus, hein. Des récipients sont généralement prévus à cet effet. Delwen Samuel, dans son article sur les méthodes de la boulangerie et la brasserie égyptienne en 1996, a bien défini ce procédé pour l'Égypte ancienne. Donc, les grains étaient disposés sur des nattes, des récipients bas de grands bocaux pour faire germer le grain et lancer la production d'amylase. Après 5 jours, j'ai 6 à 8 pour le blé amidonnier, les grains sont exposés au soleil, puis moulus, ensuite mélangés avec de l'eau froide. Un deuxième lot d'orge et de blé amidonnier est préparé en même temps. Ce lot a été fait avec du grain moulu, soit germé, qui a été cuit dans l'eau. Les brasseurs ont ensuite mélangé pendant une période, afin d'induire la saccharification dans l'eau chaude.
Bon, dans les Andes, pour le maïs, on emploie encore aujourd'hui des nattes contenant une couche de grains de poivre pour prolonger la germination du maïs, qui permettra de réaliser la chicha. Après le séchage au soleil, on réduit les grains en poudre ou on les concasse et on ajoute de l'eau avant de commencer la cuisson. D'autres céréales, sous forme concassée ou de farine, comme de l'orge, peuvent être ajoutées à la préparation pour former un jus concentré. Pour Marie Dauger, dans son article «Manipulation rituelle de bière de sorgho en pays Kabylie, au Togo», la germination du sorgho est confiée aux femmes. Je cite: «Le premier jour, le grain est immergé pour favoriser sa germination. Il y a plusieurs manipulations pendant 2 ou 3 jours. Le grain est étalé, recouvert, rincé et le cinquième jour, le grain germé est broyé, puis déposé dans une jarre, recouvert d'eau et malaxé». Alors en ce qui concerne le séchage, hein, très peu d'indications, donc pour les leusines qui restent ici, et comme je vous le disais, potentielles. Voilà, ce n'est pas le cas du mil ou du sorgho qui intègrent le séchage à l'air libre afin de stopper la germination, hein. Pour Cyril Gakoué, dans son dossier thématique parallèle entre les bières industrielles et les bières traditionnelles africaines, le sorgho doit sécher environ 12 heures, hein, ce qui nous donne quand même une indication. Et une étape, qui reste difficile à percevoir en archéologie, en revanche, est celle du grillage ou de la torréfaction du malt et des grains crus. En effet, le dépouillement bibliographique effectué mentionne ce processus pour des bières à base d'orge et de maïs. Pour des périodes proto-historiques, les découvertes de petits foyers portatifs comme celui de Roquepertus, Florian, je crois, en parlera après, on en a parlé, on en a mentionné juste avant, ou des traces de grillage comme sur la fouille du lac d'Annecy, je crois que Philippe en parlera également, indiquent que l'on pouvait, sécher l'orge et peut-être même le griller légèrement en variant sur l'intensité du foyer. Des études ethnologiques comme celle d'Hélène Menninger, consacrée au maïs en Équateur, dans le livre Cuisine, reflet des sociétés, illustrent bien cette particularité du grillage dans la production de la bière, avec l'emploi de plusieurs variétés et le mélange de grains non maltés ou maltais grillés, produisant une boisson un peu moins alcoolisée. Au Ladakh, l'orge peut être grillée lors de préparatifs culinaires, sur un feu ouvert, mais cette opération n'est pas évoquée pour la production de bière, qui est faite d'orge maltais. Notons qu'ici, le rajout du ferment est fait directement sur l'orge maltais, juste avant la mouture. Alors revenons sur ce que nous disions, en introduction sur la terminologie, mouture et concasage. Donc différents outils sont donc employés, hein. Vous voyez ici donc un moulin va-et-vient de type va-et-vient meule-molette et puis ensuite le mortier-pilon que l'on verra après. À l'exception de l'éleusine pour laquelle Éric de Garine donc écrit qu'une farine d'éleusine est produite, le terme confirmé par l'analyse de François Belliard qui emploie également le terme de farine de malt. Donc la mouture concassage est souvent réservée aux femmes. De Garine donc, parle de l'emploi d'un mortier, puis d'une meule ou d'une meule seule pour le traitement du mil et du sorgho dans le nord du Cameroun. Aucune explication à cela. Il indique que c'est une simple pratique ancestrale. Que voilà, il y a quand même un travail à faire sur ce processus. Et donc le terme farine nous renvoie assez intuitivement à l'utilisation du moulin, hein. Cependant, il convient quand même d'être prudent, car la finesse recherchée dans la farine, entre en contradiction dans le processus de brassage avec un concassé recherché, qui sert également de filtre au liquide, hein, lors du filtrage du mou. Alors si, on va faire un tout petit détour donc, par le Burkina Faso, où on sait que les meules sont des instruments souvent considérés comme des médiateurs, lors de rites de passage. Le premier rituel, est donc celui qui vise à faire toucher une meule à moudre, le mil à la jeune fille, donc symbole de sa condition d'épouse. Cette meule lui signale son changement d'état. Donc chez les femmes, au Burkina Faso, chez les femmes Gurunzi, cette séquence est davantage tournée vers l'installation des outils de mouture dans la nouvelle case prévue à cet effet. Et une meule enfant est destinée à moudre le mil pour la préparation du tau, hein, c'est un plat national, et une meule mère pour le mil germé destiné à la bière, attendre la nouvelle épouse. Donc vous voyez, il y a déjà ici un changement, un changement de technique, un changement d'outils et de technique. Donc ces deux produits alimentaires sont d'ailleurs chez les cultivateurs du pas du Nord Cameroun
des médiateurs privilégiés pour entrer en contact avec les ancêtres, hein, comme on a vu précédemment sur les aires de battage. Donc ces 2 produits, voilà. Donc, cette mouture donc, peut être suivie ou non, d'une mention de pilage, de pilage concassage, donc, concassage au pilon. Voilà, alors très, très peu de mentions sur cette technique. Un article, néanmoins, un article assez récent, 2018, du Journal of Archaeological Science, donc, mentionne la découverte sur le site natoufien, ce que vous avez à droite ici, environ 12 000 ans avant notre ère, hein, dans la grotte de Rakefet en Israël, des indices de brassage de bière. Donc je vous renvoie à cet article, hein, Fermented Beverage and Food Storage de Li Liu, voilà, et de ses collègues. Donc les résultats des analyses indiquent que les Natoufiens exploitaient, donc différents végétaux, et ils utilisaient des mortiers creusés dans le substrat rocheux, pour piler et cuire les éléments, y compris pour le brassage, voilà, de la bière, à base de blé et d'orge a priori. Donc, les mortiers, et les céréales, germées indiquent une activité humaine, tournée vers la transformation des grains en vue de réaliser une boisson. Donc, effectivement, l'équipe, d'archéologues a analysé les déformations de granules d'amidon et les transformations qui caractérisent donc l'action des amylases. Alors je vais me tourner vers les carpologues Christian Berger pour le détail. Voilà, donc le brassage venait probablement teinter des cérémonies et repas collectifs funéraires, et la grotte, en fait, est effectivement un lieu d'inhumation où une trentaine de tombes ont été découvertes. Alors je vais, arrêter ici donc, pour la présentation. Donc en résumé, plusieurs idées, émergent de cette étude, hein. Donc, on doit parfaitement oublier, l'idée d'une bière à céréales unique, hein, bien entendu. La chaîne opératoire de la brasserie, vous voyez, donc est à compléter avec la séquence, du maltage et du traitement mécanique des graminées, et une distinction importante à faire entre mouture et broyage-concassage, hein. Ce sont des outils d'ailleurs que l'on trouve systématiquement dans les assemblages des sites depuis le néolithique, ici sur notre territoire, et on a tendance, intuitivement, instinctivement à faire de ces outils, des outils, pour le traitement des céréales, pour faire de la farine, du pain ou des bouillies. Mais bon, voilà, qui dit mortier meule ne dit pas forcément bière. Qui dit germination ne dit pas forcément bière non plus. Voilà, on peut faire des bouillies sucrées, du jus, et donc il peut y avoir effectivement, comme le signale Laura Dietrich, pardon, un concassé utilisé pour la fabrication de bouillies. C'est ce qu'elle a remarqué en tout cas, sur le site de Göbekli Tepe. Voilà, beh, je vous ai mis, quelques indications bibliographiques sur la droite. Alors j'ai pas tout mis, évidemment le détail, voilà, le détail, mais au moins vous avez les noms des principales personnes qui ont publié les articles dont je vous ai parlé. Eh bien, je vous remercie.